Il rappelle, Pierre, on ne peut espérer résoudre un problème dans les termes mêmes qui lui ont donné naissance. Est-ce que vous êtes d'accord? Je peux répéter. On ne peut espérer résoudre un problème dans les termes mêmes qui lui ont donné naissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, c'est bien. On peut discuter. On peut discuter maintenant. Parce que finalement, et c'est notre posture au sein du Club Minet, faire la critique du ou des modèles économiques, c'est-à-dire des modèles de production, de circulation et de consommation des biens et des services, c'est une chose et c'est assez facile à faire. Mais les changer, ces modèles, c'est tout autre chose. Et c'est ce que nous essayons de faire, nous mettre au travail au sein du Club Minet, en partant du réel, en partant des dirigeants, de leurs propositions de valeur, de leurs modèles économiques, et en partant aussi des territoires et de leurs nombreuses ressources. Et c'est cette articulation, cet agencement, cette coopération que nous essayons de porter au sein du club, qui est né il y a 2 ans, et qui rassemble effectivement des acteurs territoriaux, des élus, des techniciens, des accompagnateurs du changement, notamment des trajectoires des entreprises, donc des consultants, de nombreux consultants, des citoyens, et des universitaires et des économistes, et des entreprises évidemment, avec comme enjeu de mettre en mouvement les acteurs normands, puisque nous avons vocation à échanger et à soutenir ces efforts-là sur l'ensemble de la Normandie, vers de nouvelles trajectoires et de nouvelles dynamiques économiques. Voilà, je vais laisser la parole à Olivier maintenant pour poser notre réflexion d'aujourd'hui. Alors, pardonnez-moi, ce qu'on proposait de faire avec vous, c'est aussi d'avoir un temps d'échange, mais pour permettre d'échanger, il faut poser un cadre qui va nous permettre de nous appuyer dessus pour échanger. Et peut-être on est parti d'un prisme pour aborder la question de la transition, qui est de dire que d'une certaine manière, ce qui se joue à travers la transition vers des enjeux de mobilité, des enjeux de transition énergétique, des enjeux de production alimentaire, des enjeux de santé, etc., etc. Ce qui est en jeu à travers ces grands éléments de la transition, c'est comment on arrive à mettre en synergie de manière beaucoup plus forte que ça ne l'est aujourd'hui, à la fois des dynamiques de développement économique des entreprises. Alors quand je dis entreprise, ça peut être quel que soit le statut, ça peut être des associations, des entreprises privées, etc., etc. Donc je dis entreprise, que ça m'évite de décrire tout à chaque fois, donc un mot un peu générique. Donc comment on arrive à mettre en synergie des logiques de développement des entreprises et en même temps des enjeux à l'échelle du territoire, des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, des enjeux liés au travail, etc., etc. Parce que ce qui vient buter quand on parle de la transition, c'est le constat, là aussi je vais vite, mais c'est le constat que d'une certaine manière, ce qu'on appelle le modèle dominant, donc ce qui est plutôt la forme un peu dominante des modèles économiques d'entreprise, même si il y a quand même une grande diversité des questions, mais il y a quand même un modèle dominant qui est présent, c'est que justement, il bute sur cette question. Et l'hypothèse que l'on fait, nous, le postulat, si vous voulez, à partir des travaux que l'on mène, c'est que principalement, il bute sur 2 dimensions, je ne dirai pas plus. La première, c'est que le développement de l'entreprise, sa rentabilité est assise sur une logique de volume, que ce soit dans les industries ou que ce soit dans les services. Donc il faut faire plus, et forcément, si on fait plus, on voit bien que derrière, ça va avoir des conséquences, notamment sur la planète, sur la capacité de la planète à absorber ce plus. Donc comment on arrive à trouver des logiques de création de valeur qui passent par autre chose que faire plus, 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 plus. Et le deuxième postulat, c'est qu'en plus, en faisant plus, plus, plus chacun, eh bien, ça exacerbe de manière très forte la concurrence entre les structures productives, ce qui fait qu'il y a une bataille très forte sur des problèmes de qualité et de prix, souvent d'ailleurs au détriment de la qualité pour tenir des exigences de prix, dans des logiques où on est, nous, assez saturés d'un certain nombre de choses, et que du coup, dans cette dynamique-là, eh bien, il y a quelque chose qui va peser sur
la qualité de ce qui est produit, l'utilité, la finalité, par exemple l'obsolescence programmée, je ne donne qu'un exemple, et aussi peser sur le travail. C'est-à-dire rentrer dans des logiques où même les personnes qui sont en situation de travail peuvent être perdre du sens, être extrêmement sollicitées en termes d'intensité du travail, etc., etc. Alors, encore une fois, quand on décrit ça, c'est un regard un peu générique. Quand on va un petit peu plus bas, il y a plein d'autres choses, mais c'est ça le point que l'on attaque. Et donc, ce qu'on essaie de faire, nous, à travers les réflexions du Club Inné, notamment, et à travers des accompagnements de dirigeants, c'est d'arriver à trouver des trajectoires pour dépasser ces impasses. Ce que je vous propose, plutôt que de le discuter de manière abstraite, c'est de s'appuyer sur un exemple d'entreprise. Et donc là, Alain va un peu nous indiquer comment il a abordé ces dimensions-là. Donc je vais te proposer, Alain, de commencer par nous décrire quand même ton activité. Nous, on la connaît bien, mais c'est peut-être pas vrai de tout le monde. Et peut-être dans ton activité, comment, si tu prends un recul de 2-3 ans, peut-être, ou un peu plus, sur quoi tu butais? Quelles étaient à la fois sur quoi tu butais et les questions que toi, en tant que dirigeant d'entrepreneur, tu avais aussi envie de porter, qui étaient plus ou moins faciles. Alors, Alain, je ne sais pas si mes questions sont complètement abstraites. Non, mais je te donnerai mes réponses. Non, non, je vais répondre aux questions. Déjà, juste pour reposer les choses, moi, à la base, je suis opticien. C'est le seul diplôme que j'ai. Et je suis rentré dans la restauration par passion. Souvent, ça se fait comme ça. J'ai eu l'occasion de pouvoir reprendre la grignoterie. Ça, je l'ai repris en 2001. C'est une enseigne qui est une cafétéria, sandwicherie, qui sont installés sur Rouen. Et ce sont des lieux qui m'avaient attiré quand j'ai repris l'entreprise parce que c'est des vrais lieux de vie, beaucoup de passages, et on avait un vrai rôle à jouer. Malheureusement, le temps passant, il y a des choses qu'on se rend compte, c'est qu'au final, je suis bien sûr sur ces formats-là, c'est des formats où les gens ont besoin de manger très vite. On est sur des prix qui sont relativement bas. En général, on est fixé sur le ticket restaurant. C'est comme ça qu'on arrive à rendre service aux gens et c'est comme ça que ce modèle a toujours été construit. Parce que en gros, j'accueille à peu près, juste sur la partie cafétéria, il y a à peu près 350 personnes qui viennent manger tous les midis. Donc je suis encore un des rares indépendants, mais c'est équivalent à des flunchs, casinos, ce genre de cafétéria-là. Et le temps passant, moi, ce qui a commencé à un moment, je commençais à bloquer, je commençais à perdre l'envie d'y aller, parce que je me rendais compte qu'au final, si on voulait, parce que la rentabilité n'est liée qu'au volume, donc on a une marge qui est relativement faible, et si on n'arrive pas à des volumes importants, forcément, on est en déséquilibre financier. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, ma vision des choses, c'était plutôt d'offrir un accueil aux gens, et offrir un accueil aux gens, alors que moi, de mon côté, ce que je demandais à mes équipes, c'est d'en faire toujours plus et de toujours regarder sur des produits les moins chers possibles, parce qu'il fallait absolument qu'on garde une certaine rentabilité. À un moment, j'étais complètement en décorrélation par rapport à ce que je voulais prôner et ce que je voulais même pour moi. Et je me suis retrouvé, ça s'est passé, ça devait être quasiment 2015, où à un moment je me posais la question de savoir si je restais ou pas dans ce métier-là. Je ne voyais pas. Le modèle a toujours été comme ça marchait comme ça. Il fallait faire toujours vendre pour du moins cher, donc forcément acheter du moins cher, donc moins bonne qualité, faire des volumes énormes, donc ça veut dire demander aux gens d'être toujours plus travaillés, toujours plus. Pour au final sortir des choses qui étaient, j'avais même pas les moyens au final de pouvoir récompenser les gens du travail qui a été fourni. Donc perte de sens complète par rapport à ça. Ça, c'était pour la première question et pour reposer un petit peu les choses. Sachant que le but, c'était qu'on fabrique. Moi, le but, c'est qu'on fabrique. Donc, j'ai des cuisiniers, j'ai des pâtissiers. On n'était pas encore passé sur un modèle complètement industriel à la Tricatel. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte, avec le temps aussi, que j'avais un impact sur la santé des gens. C'est-à-dire que depuis plus de 20 ans que l'entreprise existe, et il y a des gens, je suis sur Saint-Étienne-du-Rouvray, au niveau du Madrier, donc la plupart de mes clients sont des gens qui travaillent autour, et il y en a, ça fait 20 ans qu'ils travaillent autour, donc ça fait 20 ans qu'ils viennent manger chez moi. Et d'un coup, j'ai pris conscience aussi que toutes ces personnes-là viennent à peu près 5 fois par semaine chez moi, ce qui veut dire qu'au bout de 20 ans, ils ont mangé 5000 fois chez moi.
Ce qui veut dire que d'un coup, quand on se pose de dire, on part du principe que manger, en gros, c'est se remplir l'estomac parce qu'on a faim. D'un coup, on se rend compte qu'au bout de 5000 repas, on n'a pas juste rempli un estomac. C'est qu'en plus, on a un rôle relativement important sur la santé des gens. Et ça, à un moment, ça aussi a commencé à pencher dans la balance, c'est-à-dire, purée, ce que je fais, il va falloir complètement que je le revoie parce que au-delà de ma responsabilité de faire des produits qui soient propres dans les règles d'hygiène et tout ça, d'un coup, je me suis dit, en plus, quelque part, mais là c'est intrinsèque à moi, j'ai la responsabilité de la santé des gens et de ce que je ramène. Et après, ça a été de dire comment je peux faire tout ça. Et tel qu'étaient fait les choses, il y avait aussi une autre citation d'Einstein qui était pas mal sur je ne sais plus exactement si on fait toujours la même chose, on ne peut pas avoir un résultat différent. C'est pas l'idée là, la citation, c'est pas exactement celle-là. Et c'était ça en fait. Je voulais faire quelque chose de différent, mais vu que tout le monde a toujours fait comme ça, la question c'est comment je fais autrement. Ce que je trouve intéressant là dans ton illustration, ton exemple concret, c'est qu'on voit que ça amène Alain, dans son activité, déjà à prendre conscience des effets utiles de ce qu'il produit. Et de ne pas s'arrêter au périmètre de « je produis une alimentation », qui est bien sûr qui nourrit les gens, mais que derrière ça, il y a d'autres effets utiles ou désutiles si on abîme la question de la santé. Et donc, déjà, de se remettre dans une perception, de réinterroger la valeur de ce qu'on produit. Et la valeur, en économie, elle n'est pas que la valeur monétaire. On a une tendance dans la doxa un peu comme ça, pratico-pratique, de réduire la dimension de la valeur à son expression monétaire. Je te donne de l'argent. Mais en réalité, la valeur de quelque chose, c'est plus complexe que ça. Et on pourrait ici, pour aller vite, dire que la valeur, c'est plutôt adossé aux effets utiles de ce qu'on produit. C'est-à-dire, qu'est-ce que viennent chercher les personnes qui mangent régulièrement ? Comment, en faisant ça, ça produit quelque chose ? Alors on appelle ça en économie des externalités négatives ou positives, par exemple ici sur des enjeux de santé. Par exemple sur le fait que tu mobilises énormément de matières, donc tu vas avoir des effets sur la production de ces matières premières qui rentrent en ligne de compte, donc des effets sur les conditions de production de cette matière à tel ou tel endroit. Et tu as aussi des enjeux qui sont liés au moment où on mange, c'est aussi un moment où on se détend, etc. Donc sur les conditions, en articulation avec les conditions de travail des personnes qui ont cette pause méridienne, etc., etc. Donc d'un seul coup, on a simplement, en regardant les choses un peu différemment, alors quand on le raconte comme ça paraît évident. Alors, c'est pas si évident ça. Quand on refait l'histoire, c'est toujours très évident, mais quand on est dans le champ de l'action des trucs, c'est pas évident parce que des comme Alain, il n'y en a pas partout, il y en a, mais il n'y en a pas partout. Donc c'est pas du tout évident. Et donc ça c'est le premier point, le premier point que je voulais souligner, pardon-moi, c'est que tu t'amènes à réinterroger, interroger la valeur, et derrière comment qu'est-ce que tu essaies de tenir pour venir enrichir dans notre jargon, cette proposition de valeur, c'est-à-dire le rôle que joue pas simplement le périmètre du repas, du sandwich ou du repas, mais les autres périmètres, et qu'est-ce que tu essaies de pousser, qu'est-ce que tu essaies de mettre en place ou que tu as pu mettre en place. À partir de ce constat-là, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. Alors, j'ai découvert l'économie de la fonctionnalité et de la coopération au travers du CJD. Et ensuite est arrivé le club Inné et puis l'envie de m'investir et de faire l'accompagnement. Lorsque je suis rentré là-dedans, en fait, ce petit constat que je m'étais fait, qui était relativement impliquant pour moi, je me suis rendu compte qu'en fait c'était que le début de la réflexion et je pouvais aller encore plus loin. Et dans ce plus loin, c'est que je me suis rendu compte d'un côté que du coup que tout ce que je pouvais faire, mon métier même qui était en gros, je fabrique à manger et je vends à manger. En fait, on parlait d'externalité, mais elle est largement au-delà du simple périmètre de l'endroit où j'accueillais les gens. C'est-à-dire que si je reprends sur toute la zone, la réflexion, ça a été de dire à un moment comment aujourd'hui je peux impliquer l'ensemble des entreprises pour que dans une démarche
qui soit plus globale, en coopération, on soit capable de pouvoir offrir un maximum de services. Et là, quelque part, il y avait même possibilité d'élargir au-delà de la restauration pour que l'ensemble du territoire puisse avoir, pour qu'il y ait un impact positif sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que, tout simplement, c'est de dire, moi aujourd'hui, depuis quelques années, on travaille avec une nutritionniste avec qui on a monté un parcours de ce qu'on appelle un parcours bien-être. L'idée, c'est pas de dire ça c'est bien à manger, ça c'est pas bien. À un moment, on a le droit aussi de faire des choix sur si on a envie de manger un peu plus gourmand ou pas, si on a envie de frites, pas de frites. Mais c'était aussi de pouvoir commencer à éduquer, à expliquer aux gens ce qu'était un repas équilibré, de pouvoir leur donner les moyens de le composer aussi, de pouvoir aussi aller voir les entreprises autour pour leur expliquer la démarche que l'on faisait, pour dire à un moment, si nous on est capable de pouvoir fournir des repas équilibrés aux gens, ça veut dire que derrière, les gens, quand ils vont revenir après le déjeuner dans l'entreprise, ils ne vont plus ronfler comme avant parce qu'ils avaient pris du hachis parmentier frites, et ce qui est vrai est très consommé. Et donc ce qui a un impact... C'est vrai que je ronfle. Et ce qui a un vrai impact sur la productivité des gens, sur le travail le reste de la journée. Derrière, le fait de travailler, on ouvre à 11h45, on ferme à 14h. Ça veut dire aussi que d'un coup, on concentre tous les flux en termes de mobilité sur un moment de la journée qui est très court. Que moi, j'ai beau mettre tout ce qu'il faut pour que ce soit très rapide. Malheureusement, en gros, sur une demi-heure, j'ai 250 personnes qui arrivent. Donc, c'est-à-dire en termes de confort, en termes de stress, de capacité à pouvoir bien fournir le meilleur service, c'est compliqué. Et aussi de se dire, à un moment, et c'était le postulat sur lequel on travaillait avant Covid, et Covid est super intéressant, et j'y reviendrai après, c'est que le postulat avant, c'était de dire, à un moment, on va se reprendre tous ensemble, parce que, et là, je suis que sur la partie, la finalité, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai produit mes produits, parce qu'il y a aussi l'amont avec les fournisseurs et tout. Mais se dire avec toutes les entreprises, aujourd'hui, sur le Madrier, juste pour rappeler, il y a quelques grandes écoles, il y a 8000 étudiants et 3000 personnes qui travaillent. Comment on est capable, à tous, de repenser la semaine et de se dire aujourd'hui la pause déjeuner qui est forcément de midi à 14h, comment est-ce qu'on est capable de pouvoir réimaginer, et je ne sais même pas, c'est pas forcément dans mon restaurant, ça peut être à l'extérieur, mais tout ce moment-là, en gardant l'axe de dire il faut que les gens mangent d'un point de vue santé, et à un moment, il faut que c'est comme une voiture, il faut qu'on remette un peu d'essence dedans pour qu'elle tourne. Et de l'autre, comment on est capable, parce que l'idée, c'est de jouer sur la convivialité, de pouvoir offrir un moment qui permette de faire une vraie pause. La pause, c'est pas de dire j'arrête de travailler pendant 1 heure, c'est que pendant 1 heure, je suis capable de reprendre de l'énergie mentale, physique. Donc physique, c'est facile, on peut l'avoir dans l'assiette. Mentale, comment on est capable de créer un contexte qui permet de le faire. Et là où ça devient intéressant, c'est que, je disais sur le Covid, c'est qu'aujourd'hui, depuis l'annonce du 23 septembre, c'est un vrai cas de conscience. On voit qu'il y a des restaurants, des bars qui ferment à nouveau à Marseille. Et on se rend compte que la restauration a un impact. Et on a une responsabilité en tant que restaurateur qui est au-delà de ce qu'on est capable de gérer, puisque vous êtes tous obligés de porter des masques. Si on va tous manger ensemble, on a le droit de se mettre ensemble autour de la table sans porter de masque. Où est l'intérêt ? À un moment, ça devient dangereux. Et de se dire qu'aujourd'hui, moi, si dans l'état actuel des choses et comment sont faites l'organisation de toutes les entreprises et moi-même de ma cafétéria, c'est-à-dire que j'oblige les gens à se concentrer tous. Et là, aujourd'hui, quand on était à 350, aujourd'hui, on est à 200, mais j'ai 150 personnes qui vont venir sur une demi-heure. Mais une demi-heure parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont 1 heure pour manger, ils finissent à midi, le temps d'arriver, et ils repartent après. Et donc, ils arrivent tous au même moment. Comment aujourd'hui on serait capable, tous, entreprises, écoles, moi compris, comment on serait capable de travailler pour qu'on arrête d'avoir une concentration qui soit telle pour pouvoir assurer un maximum de santé et de sécurité pour les entreprises et pour les gens. En fait, on essaye de dire aux gens, restez en télétravail, faites plus. On sait les impacts que ça a psychologiquement. Quand ils sont dans l'entreprise, c'est aussi un vrai problème pour les entreprises, la gestion du repas. Et d'un coup, tous les efforts qui sont faits en interne sont complètement sont explosés à partir du moment où la pause déjeuner arrive, parce que quelque part, c'est open bar et faites ce que vous voulez, puisque de toute façon, les mesures ne permettent pas à garder cette sécurité après.
Donc aujourd'hui, là, c'est moi ce que je vais attaquer. Juste une fois qu'on finit ça, j'y vais, parce que c'est une réflexion qu'on a depuis 2 jours, de dire il faut absolument que j'aille voir toutes les entreprises et dire bon, moi mon service, je peux le changer, je peux le remanier. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est qu'on voit ensemble ce qu'on fait, et ce que j'ai besoin, c'est que vous vous engagiez à le faire aussi. Parce que c'est l'intérêt, et tout ça ne marche qu'à partir du moment où il y a un engagement des gens par rapport à ça. Donc c'est pour ça que sur l'offre, pour revenir sur la santé, il y avait d'abord tout un effort de pédagogie qu'on a fait avec ma nutritionniste pour expliquer toute la démarche que l'on faisait, pour que les gens derrière puissent s'engager en comprenant la démarche, et pour que derrière, effectivement, on ait des résultats qui soient positifs par rapport à ça. Les clients, et moi aujourd'hui c'est essentiellement des gens qui travaillent. Je donne juste un point d'appui, puis on va dialoguer. Mais ce qui est intéressant, là, je souligne, si vous voulez, c'est qu'on voit qu'en partant de la production de biens alimentaires, il n'y a pas de réponse aux enjeux de la transition dans ce périmètre de questions. Il n'y aura même pas du tout de réponse, puisque Alain nous explique que ça pousse dans une logique d'ultra-concurrence. Et cette ultra-concurrence, elle finit par soit avoir une variété qui permet aux gens les plus fortunés de pouvoir accéder à certains types de menus. Et puis pour le tout à chacun qui mange le midi, qui est pressé, etc., ça baisse la qualité. Et que là, ce que nous montre Alain, c'est que d'une certaine manière, en jargon d'économiste et de l'EFC, si vous voulez, de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est qu'il fait un saut fonctionnel. C'est-à-dire, le périmètre de son activité, ce n'est pas de produire des biens alimentaires. Le périmètre de son activité, c'est de contribuer, alors rappelons ça par exemple à des enjeux de santé. On pourrait trouver un périmètre. De la même manière qu'on va parler du périmètre du transport à la mobilité. Vous voyez, c'est le même type de déplacement. C'est-à-dire, il n'y a pas de réponse aux problématiques énergétiques, machin truc, si on reste dans le périmètre de la mobilité, si on reste dans le périmètre du transport. La voiture seule n'est pas une réponse à ces questions-là. Il faut passer à une autre dimension. C'est exactement ce que fait Alain. Mais pour passer dans cette autre dimension, ça suppose, vous voyez, ça génère de la valeur, potentiellement, c'est-à-dire des effets utiles. Comment c'est monétarisé? Alors, je pose et on va y rediscuter. Mais je pointe un autre truc. C'est qu'on sort d'une logique qui est complètement artificielle, qui est des logiques, si vous voulez, de le prendre trop radicalement sur le marché, la concurrence. Non, c'est des dynamiques de coopération avec des acteurs du territoire concernés, les entreprises, d'autres compétences qu'adjoint Alain, des nutritionnistes. On n'a pas parlé de tous les parties déchets, production, maraîcher, donc on pourrait étendre tout ça. C'est-à-dire, c'est de monter un système territorial. Dans notre jargon, on appelle ça un écopôle territorial, on appelle ça, donc il y a différentes façons de l'appréhender, mais en tout cas, c'est bien ce système d'acteurs qui convergent, chacun dans sa dynamique économique propre ou dans sa responsabilité, mais en tout cas, qui à un moment donné arrive à converger dans une logique de coopération, dans un travail de coopération pour sortir des impasses et construire quelque chose. Et ce qu'a commencé à faire Alain, c'est tout à fait ça. Et vous voyez bien que d'un seul coup, eh bien, on voit que l'entreprise, elle contribue à des enjeux de transition. Mais elle ne peut pas y contribuer tout seul. C'est compliqué. Ce n'est pas systématique, voire même c'est impossible. C'est bien une dynamique d'acteurs. Et c'est là où les territoires ont une responsabilité. C'est non pas de prendre la main, de faire à la place ou je ne sais quoi. C'est d'arriver à soutenir des logiques qui construisent des synergies parce que les intérêts des uns et des autres, par contre, sont bien repérés. Les entreprises comprennent très bien l'intérêt, les personnes qui viennent déjeuner comprennent très bien l'intérêt. Alain comprend très bien l'intérêt, les personnes qui travaillent chez Alain comprennent très bien l'intérêt. Donc, ce n'est pas un problème moral ou un problème d'incompétence. C'est plus technique. C'est un problème de mise en mouvement autour de dynamiques territoriales. Laurent, je te cède la parole. Ça. Et ça bouscule pas mal les postures et les modes de faire des territoires. En particulier dans les communes, même si ces incompréhensions, cette absence ou cette insuffisance de dialogue et de coopération entre les acteurs privés et les acteurs publics, et pas seulement le fait des communes. Il y a évidemment des interactions, évidemment des coopérations, mais elles me semblent insuffisantes pour venir soutenir ces trajectoires un peu nouvelles et qui répondent aux enjeux de transition. Moi, je n'ai pas un témoignage en tant qu'acteur territorial spécifique à poser, mais à chaque fois que je me suis mis dans cette posture
plutôt de capacitation des acteurs. Non pas pour faire à leur place, mais pour les faciliter, ce type de trajectoire. Alors ça peut se faire d'une telle manière hein, dans une collectivité, au travers des politiques publiques, au travers de la commande publique, et puis dans un rôle d'animation, puisque les enjeux sont partagés. Ce que va produire Alain, là, il y a une mouche qui me... Au moment où tu parles, je vais arrêter, je vais coopérer avec elle. Ce qu'on regarde dans les territoires, c'est que, et notre responsabilité, c'est de faire en sorte de produire des services et des biens pour répondre je dis on, les territoires, enfin, les acteurs territoriaux ont pour vocation de faciliter la production de biens, de services pour répondre aux besoins de la population et apporter un bien-être. Ça, on partage tous ça, les entreprises et les acteurs politiques et les techniciens que nous sommes. Quand on se met dans la posture de faciliter, d'animer, de capacitation des acteurs, on voit bien que se créent des synergies, des occasions de coopérer, et ça génère des bénéfices pour l'ensemble du territoire, des bénéfices qui sont des bénéfices de santé publique, de convivialité, c'est un réflexe, de convivialité, de solidarité, de lien social, etc. Et ça, nous avons perdu le sens de la valeur de ces sujets qui sont centraux pour les territoires, et qui sont même notre cœur de métier, créer du lien social, des solidarités actives, de faire en sorte qu'on sorte des logiques de consommation de l'action publique. Là, on est clairement dans une position de mettre les gens en situation d'acteurs. Et aussi de voir leurs différentes dimensions, là aussi, converger. On n'est pas seulement des habitants d'un territoire. On le façonne dans nos usages. On n'est pas seulement des consommateurs de biens et de services. On est aussi prescripteurs. On est aussi capable de définir les besoins qui sont les nôtres les plus importants. On est capable aussi de mobiliser les acteurs publics et de solliciter en tant qu'électeurs les acteurs publics pour orienter les politiques publiques vers quelque chose qui fait sens pour nous. En tant que consommateur, en tant qu'électeur, en tant que citoyen, vous voyez, quand on réunit ces choses-là, ça produit des effets, et quand on est dans les logiques de coopération, et non pas de déresponsabilisation, parce que s'il y a bien un truc qui est partagé, c'est l'irresponsabilité aujourd'hui, c'est jamais notre faute, c'est pas la faute des territoires, c'est pas la faute des acteurs économiques, c'est pas la faute des citoyens, c'est une responsabilité collective. Donc il faut reprendre la main sur cette question-là. Et comment on l'active concrètement ? Je vais prendre un tout petit exemple de service dans un territoire qu'on a, en s'appuyant, un peu comme l'a fait finalement Alain, la restauration collective La Cantine de Malonnet, qui peut être un exemple concret. On a décidé de faire de la lutte contre le gaspillage alimentaire un enjeu fort. Et qu'est-ce qu'on a fait ? D'abord, on s'est posé la question d'où venaient les marchandises, et on voulait développer le bio et le local et de saison dans notre cantine. Mais on bute sur un certain nombre de choses. D'abord, le coût. Et on était sur des ratios où on partait de loin. On partait de loin parce que le coût du repas est moins cher déjà que la moyenne des prix de repas des autres services de restauration collective. L'intensité même en emploi. On n'était pas assez nombreux pour faire. Donc pour développer la qualité, et quand on fait du bio et du local, ça nécessite de d'éplucher davantage, de laver et de préparer. C'est moins conditionné. Alors, il y a moins de déchets, mais ça prend plus de temps. Donc ces sujets-là, on butait là-dessus. Et on s'est rendu compte qu'en travaillant sur la question des rations, sur la question de la quantité, parce qu'on est obligé de fournir, dans le cadre de nos obligations en termes de nutrition, c'est le plan national de santé et nutrition qui nous l'impose, de fournir des quantités de repas que le gamin il aime ou il n'aime pas, avec une variété, etc. Aujourd'hui, on est obligé en plus, enfin, on nous impose un certain nombre de normes. Et on est sorti de cette logique-là. On a invité les enfants à être acteurs de ce temps de repas, et puis surtout de l'après. Parce que ce que le gamin il mange pas dans son assiette qu'on lui a servi quand même, il va le jeter. Il n'a pas envie de manger des brocolis ou des asperges, ça va finir dans la poubelle. Donc on a réinterrogé ce temps-là comme un temps éducatif. Donc on a élargi le périmètre de ce que nous faisions avec quelqu'un qui a des compétences en matière de nutrition, qui explique d'où ça vient, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette,
Parce qu'on essaye de faire en sorte, en plus, que l'asperge ou le brocoli viennent du producteur de la commune ou d'à côté, qu'il n'ait pas trop fait de kilomètres, etc. etc. Ce qu'il produit en termes de besoins nutritionnels. Et puis, s'il ne le mange pas, s'il ne découvre pas, il y a la question de l'éducation au goût aussi, parce qu'on fait en sorte d'associer, de faire ce travail-là et d'expliquer ce que c'est que quelque chose d'acide, ce que c'est. Voilà. On fait tout ce travail-là, on accompagne, ça demande du temps et quelqu'un pour le faire. Puis ensuite, sur la partie débarrassage, eh bien, on propose aux enfants de débarrasser leurs assiettes avec toute une table où ils vont mettre ce qui reste de déchets, le pot de yaourt, parce qu'on n'est pas encore dans les yaourts, dans des petits broquins en verre, mais on y vient. Et puis, on essaie de faire en sorte de diminuer petit à petit ce qu'il y a dans les assiettes. Alors, si le gamin, il n'en a pris qu'une petite quantité puis qu'il aime bien, il vient se resservir, évidemment. Hein. Mais voilà, on fait ce travail-là. Et quels sont les effets utiles? Là, on a, grosso modo, moins de déchets. C'est un effet utile. Tout ce qu'on ne jette pas, c'est forcément ce qu'on ne produit pas. Et donc, toute l'économie que l'on fait, on le réinjecte dans la qualité. On le réinjecte dans l'origine des produits qu'on propose aux enfants. On le réinjecte dans des moyens humains pour venir soutenir cet effort-là. Ça, c'est un premier effet utile. C'est-à-dire qu'on augmente le nombre de produits bio à coût constant, à budget constant. Deuxième effet utile, les enfants qui débarrassent, on éduque à la question des déchets dans le même temps. Qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? On éduque les parents. Parce que les gamins sont des prescripteurs et des promoteurs de ces enjeux-là chez eux. Autre effet utile, les parents sont ravis. Parce que les enfants débarrassent à la maison. Donc on crée aussi un peu moins d'engueulade à la maison, ce qui n'est pas si mal, après tout, ce qui arrive. Hein. Donc là, il y a un autre effet utile, parce que les parents viennent nous voir en disant « Ouais, c'est super, depuis que vous avez mis ça en place, il se lève, il va débarrasser. » Il ne se contente pas en plus de débarrasser, en plus, il jette moins, il mange plus. Enfin, voilà, donc les parents contents, ça c'est un effet utile. Quand on est maire, on est content, que les gens soient contents. Quand on est élu, mais quand on est technicien aussi. Et puis un autre effet utile, c'est sur les agents qui débarrassaient. Vous savez, pour les agents de la restauration collective, ceux qui débarrassent, qui reprennent, qui lavent les assiettes, etc., c'est au bout de 10, 15, 20 ans, des troubles musculo-squelettiques, des questions de santé. On a calculé, avec des ergonomes, que les gestes physiques dont ils sont dispensés aujourd'hui avec le débarrassage par des enfants, c'est environ 1 tonne par an. Donc on fait le pari que dans cette approche, et c'est important que les ergonomes et la question du travail soient pensés en même temps, on fait la démonstration que peut-être qu'on peut réduire un peu la charge, et puis surtout le temps, parce que pendant qu'ils ne débarrassent pas, ils peuvent faire autre chose. Voilà, c'est des micro-effets utiles, et on se dit qu'à l'échelle d'un service dans un territoire, on peut aussi l'étendre en travaillant à la question des coopérations avec celles et ceux qui peuvent venir soutenir cet effort. Ça veut dire que tout ce qui est peu ou pas gaspillé, eh bien, on fait en sorte que ce qui reste de nourriture, Terraléo, par exemple, récupère. Ça devient une ressource pour faire, à quelques kilomètres de là, du compost et puis ensuite du méthane. Peut-être, alors, vous voyez, dans ce genre d'exercice, merci Laurent, dans ce genre d'exercice, on raconte des belles histoires. Alors, c'est des histoires vraies, c'est déjà pas mal, mais c'est quand même des belles histoires. Alors, on en a plein de belles histoires, mais ça reste des belles histoires. Peut-être on peut là échanger, si vous avez des questions, des commentaires, aussi des expériences que vous avez envie de partager. Alors, parler spontanément nous a expliqué que vous êtes capté par les micros. Aussi, il y a une partie qui est visionnable par l'extérieur. Donc, je vous en prie, madame. Bonjour, Audrey, je suis marketeuse designer. Après, je pense qu'il faut retirer votre masque et parler plus fort parce que on vous entend, mais comme le micro est là-bas, j'en connais pas la puissance. Audrey, je suis marketeuse designer. J'ai un projet de start-up qui essaye de pas trop produire un projet numérique au service des seniors. Voilà, je fais vraiment de l'éducation. Donc vraiment la consommation, pas trop polluer, j'essaye de venir en vélo, j'essaye de faire des efforts. Et par rapport à vos réflexions sur je trouve que c'est intéressant de se dire, en fait, on n'est pas que des consommateurs. Moi, ça me tient à cœur de pas, je ne suis pas cantatrice,
ça me tient à cœur de ne pas produire un nouveau produit ou un nouveau service, oui, bien-être social, parce que j'aimerais faire une innovation sociale. Et en fait, quand vous parliez tout à l'heure, je réfléchissais, je me suis formée Sciences Po, etc., droit européen. Et en fait, dans le droit européen, le citoyen, il est d'abord un consommateur. Et quand j'avais appris ça il y a 20 ans, j'étais scotchée. Enfin, déjà, la logique européenne, elle parle de consommateur. Et ça, est-ce que déjà c'est en train de changer? Parce que moi, c'est des choses il y a 20 ans. Est-ce que ça déjà... Au niveau du droit européen, je ne sais pas. Je ne reviens pas sur la place du droit, mais je trouve intéressant. Je ne sais pas, je vais pas répondre à votre question, mais je vais la mettre en dynamique et vous me corrigerez. Je pense que votre questionnement là est intéressant parce qu'effectivement, il amène à interroger, que ce soit là à travers les enfants ou que ce soit Alain à travers les personnes qui viennent déjeuner, la question de la place de l'individu. Et dans la transition, on a une difficulté. Parce que trop souvent, enfin je parle en généralité, hein, donc dès qu'on rentre dans la subtilité, c'est plus fin que ça. Donc mais je fais exprès de parler comme ça, de la généralité. Si vous voulez, trop souvent, on va amener le citoyen, le consommateur, à lui assigner la responsabilité du changement d'une certaine manière en lui indiquant les erreurs qu'il fait. Donc il ne sait pas, on l'éclaire. Tu ne sais pas que tu fais ça, tu ne sais pas que tu fais ça. Et voire en lui donnant un discours d'ordre moralisateur ou d'ordre culpabilisateur. Tu dois faire ça. Donc il y a à la fois l'éclairage, tu ne savais pas, on va t'expliquer. Tu ne sais pas que quand tu viens manger mal, ça va avoir au bout d'un moment un effet sur ta vie. C'est une impasse. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire. Il faut éclairer les gens, il faut leur donner un peu de conscience, en faire des questions politiques. Mais du point de vue de l'action concrète, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi les gens continuent à prendre la voiture alors qu'ils pourraient prendre le vélo? Parce qu'il y a des personnes pour qui c'est compliqué. Il y a des personnes pour qui, si vous prenez les questions des trajets, déposer les enfants, elle va y faire un truc, le couteau suisse qui est la voiture est 100 000 fois plus pratique que n'importe quel, que d'avoir de l'aspect modal. Ce qui fait que le passage à quelques-uns, ça se fait, hein, mais ce n'est pas suffisant. Et ce que nous explique là Laurent et Alain, et à travers d'autres expériences que l'on a, du point de vue des dynamiques qu'on essaie de mettre en mouvement dans ces trajectoires de l'EFC, c'est de réinterroger l'utilité. À quoi ça sert? Comment je peux rendre service? Comment je ne cherche pas à pousser mon truc, ce qui n'est pas ce que vous dites, hein, mais comment j'arrive à réinterroger l'utilité du truc. Et à ce moment-là, souvent, pas systématiquement, mais souvent, ça donne des potentiels. C'est-à-dire là, vous trouvez des gens qui disent « bah oui, tu as raison, ça me rend plus service, c'est mieux comme ça, si tu prends ça en charge, ça va, etc. etc. » Donc de mon point de vue, la place du consommateur, elle est aussi à mettre en écho, si vous voulez, avec la façon dont on pousse l'offre. Et comment on arrive à créer des espaces où on arrive à des moments donnés, à certains endroits, pour certaines questions, à reprendre une compréhension de à quoi ça sert. Comment ça vient soutenir telle personne, telle entreprise? Quand Alain, il explique avec les entreprises que si tout le monde sort à 12h30, enfin 12h15 pour être à 12h30 chez lui, ça pose un problème. Ok, mais pourquoi les gens sortent à 12h15? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme dispositif? Parce que si c'est juste de l'injonction, changer les horaires, ça ne marchera pas. Sinon les gens le feraient. Si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a une raison. Alors à ce moment-là, en réinterrogeant ces questions-là, comment on pourrait faire autrement, qu'est-ce qu'on teste, machin truc, on répond à ce pourquoi les personnes bloquent. Je ne dis pas que c'est magique, hein, mais je dis que ça ouvre des portes. Comme vous mettez des pas pour les gamins dans les écoles pour qu'ils se dirigent quelque part, on fait ça, je ne sais pas si c'est bien ou pas, si c'est de la manipulation. Et encore une fois, il y a l'aspect éducation, apprendre autrement, mais encore, il me semble que aussi être attentif à ce dont les problèmes qui sont posés pour telle ou telle personne, comment on peut prendre en charge ces problèmes, ça ouvre des portes. Madame. C'est une bonne question. Je disais juste qu'on surfe, on est encore dans la vague de surf sur le post-Covid, et pendant le Covid justement, une des choses qui avait été abordée par les entreprises, c'était le fait que pour éviter justement les problèmes de blocage, il fallait revoir
les arrivées et les départs du personnel, les étaler dans le temps, être beaucoup plus souple par rapport à ça. On en a beaucoup parlé à un moment donné. On n'en parle plus maintenant, mais ça correspond typiquement à la problématique d'Alain, là, en l'occurrence, puisque ça veut dire que si on considère que les gens peuvent arriver à 8 heures, je dis empiriquement, hein, les gens peuvent arriver à 8 heures et que d'autres peuvent arriver à 9h30, ça veut dire également qu'ils peuvent aller déjeuner sur une plage horaire beaucoup plus conséquente. C'est pas vrai pour tout, parce qu'il y a de la production et c'est difficile de faire des pauses différentes, mais c'est une réflexion. Je trouve qu'on surfe, enfin on surfe pas, on n'utilise pas suffisamment cette vague Covid, enfin cette réflexion liée à cette période sanitaire qu'on a actuellement. C'est dommage, parce que quelque part ça a créé des choses. On fait passer du judo, c'est ça? Je vais juste... Alors, non, je vais me permettre, je vais faire une petite réponse à ça. Alors, moi, c'est pareil, j'ai découvert l'UFC, je ne suis pas expert du tout dedans, mais je me suis rendu compte qu'à partir du moment où on commençait à voir les choses sous un autre angle, en fait, il y a plein de choses qu'on fait en tant que consommateur qu'on n'a plus envie de faire à partir du moment où on commence à ouvrir les yeux. Je vais donner un exemple tout simple. Moi, je ne suis pas bricoleur, mais je suis comme, je pense, 95% des gens, voire 100% des gens, j'ai une perceuse à la maison. Parce que j'ai besoin de temps en temps de faire un trou. Mais jusqu'à ce qu'on commence à discuter, de dire plutôt que de vouloir absolument le produit, si on essaie de réfléchir sur c'est quoi l'utilité que je recherche et comment je peux l'avoir. Aujourd'hui, pour faire des trous, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'acheter une perceuse. Au final, je pourrais même la demander à mon voisin. Déjà, ça serait une solution. On a une perceuse pour deux. Ça irait très bien. Et puis, c'est vrai qu'on se dit que chez certaines enseignes, on doit en trouver à 30 euros. 30 euros, au final, c'est pas grave. Et puis, peut-être que j'en aurai besoin un autre jour. Et en fait, on est tous en train de stocker un nombre de matériels qu'on a achetés qui sont absolument inutiles. Mais en fait, on est formé. J'ai besoin de ça. Qu'est-ce que je fais? Je l'achète. Et si on commence à réfléchir, à se dire, en final, comment je peux, ou quel service, si c'était moi qui avais mes perceuses, quel service je pourrais mettre en place pour pouvoir répondre aux besoins des gens, c'est-à-dire faire un trou. Parce que bien sûr, ma perceuse, quand j'ai voulu faire un trou dans mon mur porteur, c'est mort. Elle fait des trous, mais ce n'est pas une perceuse à percu. Donc, il faut que j'achète une deuxième perceuse pour faire mon deuxième trou pour mon deuxième cadre. Et on vient sur des trucs comme ça qui sont assez aberrants. Et quand on commence à prendre un peu de recul, on se dit, putain, il y a beaucoup de choses à faire. Désolé du gros mot. Il y a beaucoup de choses à faire et au final, on se rend compte qu'il y a une éducation à faire. Moi, c'est ce que j'ai fait au sein de la grignoterie, c'est qu'il y a eu, pendant plus de 6 mois, vraiment que du pédagogique, avant que ça commence à avoir des effets utiles. Mais ça avance, ça avance. Et en même temps, j'ai un ami qui est dans le sud, qui a revu son entreprise, qui l'a transformée avec l'économie de la fonctionnalité. C'est intéressant, il vend du ménage, des heures de ménage. Une fois qu'il a fait l'accompagnement, il est passé de la vente d'heures de ménage à des maisons propres. C'est-à-dire que, en fait, c'est là le rôle du consommateur. En fait, on aime bien le terme de consommateur maintenant, ça fait un peu moderne, mais c'est là où il prend son sens. C'est-à-dire qu'à un moment, au lieu de dire je vais vous faire payer 4 heures, 5 heures, 6 heures de ménage par semaine, en fait, chacun, c'est-à-dire aussi bien la personne, le client, que la personne qui va faire le ménage, que l'entreprise, vont coopérer ensemble pour que chacun s'engage, pour définir quel est réellement le besoin du client, que l'entreprise définisse quelles sont les compétences dont il va avoir besoin, quels produits, parce qu'il y a aussi un impact un impact environnemental qui veut diminuer, quels produits je vais pouvoir utiliser pour répondre à ça. Parce qu'au final, quand on rentre chez soi, quand on demande à des gens de faire du ménage, on a peut-être envie d'avoir les vitres propres, peut-être que c'est le sol propre, peut-être que si on a un chien, on a envie qu'on s'occupe de nettoyer certaines parties ou faire le repassage. Si, quand vous êtes en Normandie, votre truc c'est d'avoir toujours les vitres propres, que vous rentrez chez vous, que les vitres sont sales parce qu'on prend de l'eau tout le temps, vous allez dire putain, elle n'a rien fait quoi. Oui, c'est vrai. Pardon. Et ça, d'un coup, de commencer à réfléchir sur cette partie-là, de se dire en fin de compte, on va faire un début de contrat où on va s'engager à deux à découvrir quels sont vos vrais besoins et comment on peut y répondre au mieux. D'un coup, ça va permettre à ce que, alors bien sûr, l'engagement fait que le client aussi va pas mettre plus de saleté qu'il en mettait avant. C'est aussi une éducation du client pour que lui, dans son quotidien, puisse garder sa propre.
Si on veut une cuisine toujours bien propre, il y a des fois quelques gestes qu'on ne sait pas faire et qui peuvent permettre à ce que ce soit plus propre. Et ouais, je vais faire court. Et l'idée, ça a été vraiment de travailler en coopération pour que l'entreprise, elle, parce qu'on a été à un moment sur une question de monétisation et de rentabilité du truc, c'est de dire à un moment, à partir du moment où on a bien défini quels sont les besoins, quel est le besoin du client, ça veut dire que je vais pouvoir mettre le bon nombre d'heures. Donc on met un prix face à ça, que la personne est prête à payer pour que sa maison soit propre selon ses besoins. Et lui va mettre en place, pour sa rentabilité, les personnes les plus adaptées pour faire ce rôle-là, avec les produits et la quantité la plus adaptée pour éviter de la surconsommation. Et donc, ça veut dire des personnes qui sont formées, donc qui montent en compétence avec ça. Et derrière, ça veut dire qu'il va pouvoir mettre le moins de temps possible de travail pour répondre à ce besoin-là. La mouche n'aime pas qu'on parle, je ne sais pas pourquoi. Il y avait 2 questions ou des remarques. Parce que Terralio, je connais bien, parce que je l'accompagne depuis 2-3 ans par rapport à ça. Et donc, sur la notion d'information, de formation et choses comme ça, ils s'investissent énormément. La problématique, c'est quand même le modèle économique. Hein. Et moi, j'accompagne des jeunes entreprises, et ben, on est quand même sur cette problématique. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'entreprises qui sont dans cette démarche-là, mais la finalité, il faut équilibrer les coûts et les charges. Oui, mais quand vous dites modèle économique, je veux juste dialoguer avec vous. Hein. Simplement, j'entends, moi, une partie du modèle économique, c'est-à-dire la dimension monétaire. C'est ce qu'on appelle le modèle d'affaires. Je sais bien, mais c'est une réalité. Non, mais vraiment, le modèle économique, c'est important, parce que si vous voulez, c'est toujours... Enfin, c'est une vraie réalité, parce qu'il ne s'agit pas d'engager les entreprises dans un truc où ils perdent de l'argent. Ça ne peut pas durer. Non, mais simplement, le modèle économique, c'est plus complexe. Et quand par exemple Alain, là, il va très vite, mais quand on accompagne les entreprises, donc en France, c'est 400 entreprises accompagnées, on a beaucoup d'expérience. Alain, on travaille sur différentes dimensions de ce modèle économique. On travaille sur des questions, les effets utiles, qu'est-ce qu'on produit. On travaille sur des formes de contractualisation. On travaille sur c'est quoi les ressources qui sont mobilisées, les ressources matérielles. Alors, je ne déploie pas tout ça. Donc le modèle économique, si on l'ouvre un tout petit peu, pour ne pas le réduire au modèle d'affaires, je ne dis pas que c'est magique, mais assez souvent, on trouve des dynamiques. Parce que moi, je suis d'accord, mais la grignoterie, je la connais parce que j'y vais, je le vois souvent. Mais on parle d'un certain nombre de services, ok. Mais par exemple, la nutritionniste, elle est payée par qui? Oui, mais s'il y a la valeur, c'est-à-dire, alors on va laisser répondre. Alain, la question est très pragmatique et concrète. Par qui est payée la nutritionniste? Non, mais il faut l'être. Et je me bats pour ça et pour essayer de mettre en place. Et moi, je suis dans une pépinière d'entreprise où on essaye de mettre ça en place. Mais. Continuez. Il y a le bilan. Il y a le bilan en fin d'année qui est là et qui n'est pas simple. Alors, on va revenir là-dessus. Qui paye? Qui paye et pourquoi tu arrives à la payer? Aujourd'hui, c'est moi qui paye la nutritionniste. Voilà. Mais par rapport au travail qu'elle fait, au final, je ne la paye pas ce que je devrais, simplement parce que justement dans une notion où je ne la paye pas juste pour qu'elle vienne me lister comme dans les écoles, ça c'est bien, et puis elle fait son gribouillis en dessous, et puis elle repart. En fait, le truc, c'est justement de travailler en coopération avec elle pour qu'elle puisse aussi développer des services complémentaires, puis qu'elle puisse aussi, derrière, elle, en fait, l'idée, c'est de retrouver un modèle qu'elle va pouvoir aussi dupliquer. Non, même pas. C'est... en fait, le côté marrant de ce qu'on a mis en place, c'est qu'au final, aujourd'hui, il y a des mutuelles qui s'intéressent à ça, à l'approche que l'on a. Il y a d'autres restaurants qui s'intéressent à ce modèle-là aussi. Et donc, c'est là, en fait, son modèle d'affaires, elle, va tourner autour justement du service qu'elle va pouvoir apporter autour de ça. Maintenant, il y reste à définir. Et pour la partie monétisation me concernant, ces réflexions sont plus faciles lorsqu'on va travailler directement avec les entreprises qu'avec des gens qui viennent qu'une fois. En fait, ils viennent tous les jours, mais une fois tous les jours. C'est-à-dire ils payent à chaque fois une fois. Et moi, aujourd'hui, sur la partie, mais la réflexion peut peut-être encore s'élargir, la partie qui bloque, c'est juste, c'est un de mes concurrents, c'est les tickets restaurants. Aujourd'hui, pour l'entreprise, le ticket restaurant reste un salaire complémentaire. Et donc, aujourd'hui, il est hors de question que moi je demande aux entreprises de payer plus que ce qu'elles payent. Elles versent déjà quelque chose pour pouvoir aider les gens à manger convenablement le midi. Maintenant, il faut qu'on puisse faire une bascule là-dedans et de trouver quels sont l'ensemble des services qu'on est capable d'amener, mais c'est peut-être avec d'autres personnes extérieures
pour que l'entreprise trouve un intérêt à participer à la même hauteur que ce qu'il faisait, mais pour autre chose que de payer ses tickets restaurants. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que c'est... Voilà, Votre question, elle est vraie, elle est complexe, et on ne peut pas la discuter de manière abstraite. Parce qu'elle a une pluralité. Si vous le dites, c'est que vous le ressentez. Enfin, c'est que c'est vrai. Enfin, je sens ces trucs. Par contre, dans le club INE, on a mis en place un espace d'échange ouvert où on détermine ensemble des thématiques que les personnes souhaitent faire progresser. Et si ça vous intéresse, ça peut être tout à fait un endroit où on discute, mais cette fois-ci de manière sur tel truc. On prenne le temps. On prenne le temps de déployer sur un cas précis ou je ne sais pas quoi, parce que ça nous permet de comprendre, vous avez raison, là c'est une impasse redoutable, on n'a pas de réponse, on n'est pas magicien, ou au contraire, peut-être qu'en changeant un peu de regard ou quoi, ou par votre expérience, ah oui, mais en fin de compte, j'avais déjà vu, et ça donne un passe. L'idée de ces petits temps d'échange, c'est de soutenir la dynamique des personnes. C'est ça l'objet qu'on a mis en place. Donc si ça vous intéresse, c'est ouvert. Vous pouvez adhérer au club, c'est encore mieux, mais il n'y a pas d'enjeu monétaire pour nous. Il y a un enjeu de dynamique collective. Je ne vais pas poursuivre, mais il y a des espaces à inventer. Il y avait une question de Christelle, parce que c'est important de faire émerger ces questions. Quelle est la façon dont le premier bénéficiaire peut finalement modifier la répartition de ses coûts. Et par exemple, finalement, si ça lui coûte un peu plus cher au départ, pour reprendre l'exemple de M. Lecor, ça lui coûte un peu plus cher parce que le repas est un peu plus cher, je prends cet exemple-là, mais que le service est un peu plus cher, on va dire, mais qu'en contrepartie, une entreprise qui paye le repas de ses salariés, mais qu'en contrepartie, ils sont moins malades, ils sont moins absents, ils sont plus efficaces. Quelque part, c'est un peu rapide ce que je dis, juste pour reprendre cette illustration-là, quelque part, il répartit différemment ses coûts. Il y aura moins de congés maladie, donc ça lui coûtera moins cher, donc il peut payer un peu plus cher la ticket resto par exemple. Et du coup, ça m'amène à la question de comment est-ce qu'on travaille ce calcul-là. Deuxième sujet, comment on amène des entreprises à travailler sur ce calcul-là quand elles sont premiers bénéficiaires. Je dis vraiment à dessein premier bénéficiaire, parce qu'il y a plein d'autres choses intéressantes derrière. Et du coup, comment, ça c'était ma troisième interrogation, je ne demande pas de répondre tout de suite, c'est comment on passe à la vitesse supérieure, parce que depuis que je m'intéresse à cette question, ça me rend d'ailleurs, je m'aperçois qu'il y a des chefs d'entreprise tout seuls dans leur coin qui font partie d'aucun comité, de rien, mais qui ont une démarche qui s'apparente à ça. Alors pour certains, elle est très construite, pour d'autres, elle est un petit peu moins, mais ils sont déjà là-dedans. Et en fait, ils rament un peu parce que qu'est-ce qu'ils font, ils sont dans l'ancien modèle et puis ils vont voir, par exemple, s'ils font le service à une boîte, ils vont voir la boîte en disant, je vous assure, qu'offrir par exemple, je sais pas, du sport à vos salariés, ça va éviter qu'ils soient malades, ça va même aller beaucoup plus loin dans la cohésion d'entreprise. Et puis en face, ils ont un chef d'entreprise qui dit, oui, mais attendez-moi, là, j'ai pas le temps, je peux pas installer des salles de sport, ça me coûte cher, etc. Comment est-ce qu'on accélère ça? Non, elle n'est pas longue, c'est simplement un quart. Il faut absolument qu'on arrête, ce qui ne nous empêche pas de temps que je suis attendu dans la salle de l'autre côté. Peut-être je vais dire deux mots. Là aussi, je vous dis juste deux mots. Des expériences qui engagent ça, il y en a plein. Première chose. Deuxième chose, la question, elle est souvent réduite à ce que ça coûte. Et l'enjeu, c'est de déplacer dans qu'est-ce que ça vaut. Et il y a des espaces. Ils ne sont pas magiques, ils sont à conquérir. Troisième réponse. Et après, il y a des techniques de réponse à ça qui peuvent être très diversifiées. Là aussi, on peut être un espace pour mettre en discussion
quand on regarde vous avez raison, c'est-à-dire, je pense qu'il y a un enjeu politique à réinvestir et à remettre sa place à l'économie. Il y a un enjeu politique, donc de réinterroger la question des modèles économiques, notamment d'entreprise. Je ne parle pas de macro, c'est aussi un autre enjeu. Il y a un vrai enjeu politique. Remettre remettre l'économie à sa place, et dans l'économie, remettre la finance à sa place. C'est un enjeu politique d'investir ces trucs-là. Faire la critique, c'est fastoche. Construire autre chose, c'est plus compliqué. Et donc, vous avez raison, il y a plein d'endroits où il y a des expériences positives. Ce qu'il faut, c'est arriver à les repérer et à trouver des lignes de force, non pas pour répliquer ce que la personne a fait, mais repérer les lignes de force qui permettent à d'autres de s'appuyer sur ces lignes de force pour avancer. Alors, c'est ce qu'on fait, nous, modestement, à travers le FC. C'est modeste, pas si modeste que ça. Il y a une politique nationale là-dessus, tout ça, mais c'est quand même modeste. Et donc, c'est pour ça qu'on crée les clubinés, qui existent aussi dans d'autres territoires. C'est des espaces où on partage des choses. On voit les vrais problèmes, on essaie d'y travailler, on essaie de repérer des expériences, parce que sont enthousiasmantes, on essaie de repérer ces lignes de force. Et ça construit une dynamique qui, politiquement, reprend la main pour ne pas perdre pied. Et on peut continuer à discuter, mais là, il faut qu'on arrête. Désolé du format très contraint, mais en même temps qui nous a permis de nous rencontrer. Et merci à vous d'avoir été présents. Merci.